Les flûtes à champagne étaient disposées en rang parfait sur l'îlot de marbre de la cuisine de ma mère, chacune capturant la lumière de l'après-midi, comme de minuscules soldats de cristal attendant l'inspection. Je la regardais les compter pour la troisième fois, ses doigts manucurés planant au-dessus de chaque pied comme si l'un d'eux avait pu disparaître dans les dernières 60 secondes. Au-delà des portes-fenêtres, mon frère Graham dirigeait le personnel de traiteur avec le même ton qu'il utilisait probablement avec ses associés juniors. Ferme, légèrement condescendant, totalement convaincu de son importance. Diana, chérie, tu comptes toujours porter ça au club? N'est-ce pas? Ma mère n'avait pas levé les yeux de son inventaire de champagne. Je baissais le regard sur mon blazer bleu marine et ma simple robe grise. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Rien ne va pas avec ça? La façon dont elle l'avait dit rendait clair que tout n'allait pas avec ça. C'est juste que les Harrison seront là, et tu sais comment est Barbara, avec les apparences. Ce que je savais de Barbara Harrison, c'était qu'elle avait épousé de l'argent, le dépensait de manière ostentatoire et croyait que cela faisait d'elle une arbitre du goût. Ce que ma mère savait de Barbara Harrison était apparemment suffisant pour réorganiser la garde-robe de sa fille. Je m'en sortirais bien, maman. Vraiment? Graham avait matérialisé dans l'encadrement de la porte, cravate desserrée. Téléphone à la main, le gala du printemps n'est pas exactement une situation comme chez Applebee's. Je sais ce qu'est le gala du printemps. Graham, je l'ai fréquenté pendant 18 ans avant même que tu sois né. Il sourit comme il souriait au jury. C'est vrai. J'oublie toujours que tu es l'aîné de la famille. Comment va la situation professionnelle? Tu fais toujours ce truc? C'est quoi exactement? De la logistique, c'est ça? De la logistique. Il l'avait dit comme si j'avais prétendu être une dresseuse professionnelle de licorne. Ça a l'air fascinant. Ma mère avait enfin arrêté de compter les vers et m'étudiait maintenant avec l'expression qu'elle réservait habituellement aux fleurs légèrement fanées. Tu sais, ma chérie, Graham pourrait probablement obtenir un entretien dans son cabinet. Il cherche toujours du soutien administratif. Je ne cherche pas de poste de soutien administratif. Maman, bien sûr que non, intervint Graham avec fluidité. Elle est dans la logistique. Un travail très important. J'en suis sûre. Déplacer des boîtes, coordonner des expéditions, ce genre de choses. Quelque chose comme ça? La vérité était plus compliquée. La vérité impliquait des codes d'autorisation qui pouvaient brouiller les communications satellites, des briefings qui commençaient par Monsieur le Président, et une place de parking au Pentagone, avec mon nom stencilé dessus. Mais la vérité n'était pas quelque chose que je discutais lors des rassemblements familiaux, où mon travail était toujours un vague emploi gouvernemental, et mon incapacité à en discuter était interprétée comme n'ayant rien de valable à discuter. Eh bien, dit ma mère avec une gaieté forcée, au moins tu passeras une belle soirée ce soir. Le club organise toujours des événements si magnifiques. La sous-estimation n'avait pas commencé soudainement, elle s'était accumulée progressivement comme des sédiments, chaque couche s'ajoutant à la précédente, jusqu'à ce que la fondation de leur supposition semble inébranlable. Il y avait ce Noël où j'avais 32 ans, juste de retour d'une opération classifiée en Europe de l'Est. Encore en train de fonctionner sur 4 heures de sommeil en 3 jours. Graham m'avait tendu une carte cadeau pour Target avec un sourire compatissant. Je pensais que ça pourrait aider pour les bases. Avait-il dit, les emplois gouvernementaux ne paient pas exactement bien. Hein? J'avais gagné plus que lui depuis 6 ans. Il y avait mon dîner d'anniversaire pour mes 41 ans, où ma mère avait insisté pour payer mon repas malgré mes protestations. Laisse-moi t'aider, ma chérie. Je sais à quel point les choses doivent être serrées. Elle l'avait dit assez fort pour que les tables voisines entendent. Sa charité était une performance artistique. Je venais de rentrer d'un conseil sur une stratégie de défense multinationale qui remodèlerait l'approche orientale de l'OTAN pour la prochaine décennie. Je portais une montre qui coûtait plus cher que sa voiture. Pas qu'elle l'ait remarqué. Et il y avait le dernier Thanksgiving où ma jeune cousine Britney, fraîchement diplômée d'un MBA et embauchée dans un cabinet de conseil, m'avait tapoté la main par-dessus la dinde et avait dit « Eh, tu sais, Cassandra, il n'est jamais trop tard pour retourner à l'école. » Pour lancer une vraie carrière, j'avais souri et lui avais demandé de passer la sauce au canneberge. Je n'avais pas mentionné que j'avais briefé les chefs d'état-major interarmés ce matin-là sur les métriques d'évaluation de la readiness des forces. Je n'avais pas mentionné que 3 membres du Congrès m'avaient personnellement appelé pour me remercier de mon expertise inestimable sur le projet de loi d'appropriation pour la défense. La chose avec le travail dans le renseignement militaire à mon niveau, quand on est colonel dans l'Air Force,
et qu'on travaille sur des initiatives stratégiques dont la plupart des civils n'entendront jamais parler, c'est que le secret devient absolu, non pas parce qu'on essaye d'être mystérieux, mais parce qu'expliquer ce qu'on fait vraiment requérait de révéler ce qu'on sait vraiment. Et ce qu'on sait vraiment pourrait déstabiliser des gouvernements, alors on les laisse penser qu'on fait de la logistique, on les laisse penser qu'on galère, on les laisse croire qu'ils sont les réussis parce qu'ils peuvent discuter de leur travail lors de cocktails. Le soir du gala du printemps, je me suis rendue au club dans ma Honda Civic. Payé comptant, fiable, complètement banal. Graham m'avait proposé de me prendre avec lui et sa femme. Une offre qui ressemblait moins à de la générosité qu'à de la supervision, comme si je pouvais me perdre en trouvant le club où j'avais passé tous les étés de mon enfance. Je veux juste m'assurer que tu arrives bien, avait-il dit au téléphone cet après-midi. La situation avec le voiturier peut être confuse si on n'y est pas habitué. Je me débrouillerai. C'est juste, tu sais, ça fait un moment que tu n'as pas assisté à un événement comme ça. Une foule différente de celle à laquelle tu es probablement habitué. Une foule différente. Il voulait dire une foule riche. Il voulait dire une foule réussie. Il voulait dire des gens qui ne se demanderaient pas pourquoi je conduis une Civic au lieu d'une Mercedes, parce que les gens qui appartiennent à ce club ne seraient pas pris morts dans une Civic. L'ironie était presque belle. J'avais acheté la Civic précisément parce qu'elle n'attirait pas l'attention. Dans mon domaine, attirer l'attention signifiait devenir une cible. Les protocoles de sécurité opérationnelle sous lesquels je vivais ne suggéraient pas seulement la discrétion, ils l'exigeaient. Pas de voiture tape à l'œil, pas d'achat ostentatoire, pas de présence sur les réseaux sociaux, rien qui me rende mémorable pour quiconque pourrait surveiller, et les gens surveillent toujours. J'avais appris cette leçon il y a 12 ans, quand un service de renseignement étranger avait ciblé 3 officiers américains qu'ils avaient identifiés via des posts sur les réseaux sociaux et des immatriculations de véhicules. L'un d'eux avait posté des photos de sa nouvelle Porsche. Il était mort dans les 6 semaines. Tué dans ce que la police locale avait qualifié de vol de voiture aléatoire, il n'y avait rien d'aléatoire là-dedans. Alors, je conduis une Civic. Je loue un appartement modeste. Je porte des vêtements de grands magasins. Et ma famille, que Dieu les bénisse, assumait que cela signifiait que je raclais les fonds de tiroir, plutôt que de comprendre que cela signifiait que je gérais des menaces qu'ils ne pouvaient imaginer. Le country club se dressait devant moi, tout en colonnes blanches et pelouses manucurées, le genre d'élégance délibérée qui murmurait « Vieux argent si fort que cela devenait un cri ». Les voitures s'alignaient déjà au stand du voiturier, des BMW, des Lexus, une Tesla ou deux, une Bentley qui coûtait probablement plus cher que la plupart des maisons, et ma sensée Honda Civic. Je me garais derrière une Mercedes. Regardant le voiturier ouvrir la porte pour une femme dégoulinante de bijoux qui requérait probablement leur propre police d'assurance, elle lui tendit ses clés comme si elle lui accordait une bénédiction. Quand ce fut mon tour, un jeune voiturier s'approcha, son sourire professionnel, mais ses yeux déjà en train d'évaluer l'uniforme, le bloc-notes, la déférence pratiquée. Il avait été formé à reconnaître qui comptait et qui ne comptait pas. « Bonsoir, madame ». Il jeta un œil à ma voiture, à ma robe prête à porter, à tout ce qui me marquait comme ne appartenant pas tout à fait. « Êtes-vous membre ?» Avant que je puisse répondre, une voix familière traversa l'air du soir. « Invité ?» Graham apparut à côté de ma voiture, tendant déjà un billet de 20 $ au voiturier avec la confiance décontractée de quelqu'un qui type bien parce qu'il le peut, pas parce qu'il le devrait. Elle ne pouvait pas se permettre les frais d'initiation, il sourit en le disant. Le genre de sourire qui n'était pas tout à fait méchant, mais pas tout à fait gentil non plus. Le sourire de quelqu'un qui croyait être honnête, même utile en clarifiant la hiérarchie sociale pour quiconque pourrait être confus. Le voiturier prit les 20 $. Les empocha. Son évaluation complète, je restai là, clé encore en main, et sentis le poids familier de leurs suppositions s'installer autour de moi comme un manteau familier, trop petit, trop usé, mais porté si souvent qu'il commençait à sembler aller. Graham marchait déjà vers l'entrée, sa femme à son côté, tous deux à l'aise dans la certitude qu'ils appartenaient ici et que j'étais leur cas de charité. Leur sœur en difficulté qui avait besoin d'aide pour naviguer dans des eaux qu'ils avaient maîtrisées depuis longtemps, je les regardais partir, et quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Pas exactement de la colère, plus comme de la clarté. J'avais eu une journée,
Une longue journée qui avait commencé à 4h30 du matin avec un appel sécurisé de CENTCOM sur une situation en développement en mer de Chine méridionale, puis un briefing matinal au Pentagone avec assez d'étoiles dans la salle pour former une constellation, puis 3 heures d'exercice de simulation de crise avec des officiers qui surpassaient la compréhension de la hiérarchie militaire de la plupart des gens, puis un déjeuner de travail avec un PDG de contractant de défense qui n'arrêtait pas de m'appeler Madame, d'une manière qui n'était pas du protocole, mais du respect sincère. Puis j'avais conduit jusqu'à ce club pour me tenir dans cette allée et entendre mon frère expliquer que je ne pouvais pas me permettre les frais d'initiation. L'ironie n'était plus juste belle, elle devenait insupportable. L'intérieur du club était exactement comme dans mes souvenirs. Tout en bois sombre et accessoires en laiton. Peintures à l'huile de fondateur au visage sévère. Le genre de tradition calculée qui faisait que l'argent neuf se sentait ancien. Les participants au gala du printemps étaient déjà regroupés en clusters. Le champagne coulant. Les rires ajustés à la fréquence exacte de l'ascension sociale. Ma mère me trouva en quelques minutes. « Te voilà. J'étais inquiète que tu te sois perdue. » Elle serra mon bras. Son parfum m'assez cher pour avoir sa propre escorte de sécurité. « Viens, laisse-moi te présenter à des gens. Tu as besoin de réseauter, chérie. C'est comme ça que les carrières avancent. » Je la laissai me guider vers un groupe de ses amies, des femmes qui avaient bien marié et passèrent leur temps libre à organiser des enchères de charité et à comparer leurs maisons de vacances. Elles me sourirent avec l'expression que les gens utilisent pour rencontrer des parents éloignés qu'ils ne se rappellent pas tout à fait. « Voici ma fille, Cassandra », annonça ma mère. « Elle travaille dans la logistique gouvernementale. »« Oh, comme c'est gentil », dit une femme, son ton suggérant que c'était tout sauf ça. « Donc, vous êtes comme une secrétaire gouvernementale ?»« Pas exactement. Le salaire doit être modeste », offrit une autre femme avec sympathie. « Mais au moins, vous avez la sécurité de l'emploi. »« C'est quelque chose. C'est quelque chose. » acquiesçai-je. La main de ma mère se resserra sur mon bras. Un message silencieux pour être aimable, pour ne pas l'embarrasser, pour se rappeler que les opinions de ces femmes comptaient pour elle d'une manière que je ne pouvais commencer à comprendre. Graham apparut à nouveau, cette fois avec un verre Rox de ce qui ressemblait à un scotch cher. « Maman, Barbara Harrison te demande. Quelque chose à propos de l'enchère. »« Oh !» Ma mère relâcha mon bras, le soulagement traversant ses traits. « Cassandra, chérie, juste mingler. Essaie de t'amuser. » Elle disparut dans la foule, me laissant avec Graham, qui m'étudia par-dessus le bord de son verre. « Tu sais, » dit-il sur le ton de la conversation, « tu pourrais faire mieux que la logistique. Il n'est pas trop tard pour pivoter. Mon cabinet cherche toujours des paralégales. Niveau d'entrée, évidemment, mais c'est une porte d'entrée. Je suis bien où je suis. Vraiment ?» Il prit une gorgée de son scotch. « Je dis juste que tu as quoi? 43 ans maintenant. 45. C'est ça, 45. Encore dans un emploi gouvernemental d'entrée de gamme, vivant dans cet appartement, conduisant cette voiture, il secoua la tête, pas méchamment. « Je suis ton frère, Cassandra. Je m'inquiète pour toi. La chose avec le fait d'être sous-estimé par les gens qu'on aime, c'est que ça fait mal différemment que d'être sous-estimé par des étrangers. Les étrangers ne savent pas mieux. Mais la famille, ils sont censés te connaître, ils sont censés te voir. Au lieu de ça, ils voient leurs propres suppositions reflétées, confondant leur aveuglement avec ton invisibilité. J'apprécie l'inquiétude, dis-je prudemment. Réfléchis-y juste. » Il tapa mon épaule comme si j'étais un associé junior qui avait fait un bon effort. Le truc de paralégal, je pourrais passer un appel, t'obtenir un entretien, je vais y réfléchir, je n'y réfléchirai pas. Mais le laisser croire que je pourrais était plus facile que d'expliquer que j'avais passé l'après-midi dans une salle où des décisions étaient prises sur des systèmes d'armes qui n'existeraient pas avant une autre décennie, où les discussions budgétaires impliquaient des chiffres qui feraient ressembler son salaire à de l'argent de poche. La soirée s'éternisa. Je fis la conversation avec des gens qui peinaient à trouver un terrain commun, avec la femme en robe de grand magasin qui faisait quelque chose en logistique. Je regardais ma mère rayonner de fierté chaque fois que Graham parlait. Ses succès à elle. Ses accomplissements, preuve qu'elle avait élevé ses enfants correctement, et je me sentais de plus en plus comme un fantôme au rassemblement de ma propre famille, présente, mais pas tout à fait visible, reconnue mais pas tout à fait vue. Il était presque 21 heures quand mon téléphone vibra.
Un texto d'un numéro qui n'apparaissait pas dans mes contacts, mais que je reconnus instantanément. Développement immédiat sur l'initiative théâtre. Ligne sécurisée requise. Retour au Pentagone ASAP. Je le lus 2 fois. Les implications en cascade. Initiative théâtre était la désignation classifiée pour le projet de réalignement stratégique que je dirigeais depuis 8 mois. S'ils avaient besoin de moi immédiatement un samedi soir, quelque chose avait changé, quelque chose de significatif. Je trouvais ma mère près du bar, tenant cours avec ses amis. Maman, je dois partir. Elle se tourna, surprise et déception se disputant sur son visage déjà. Mais nous n'avons même pas encore dîné. Quelque chose est survenu. Urgence au travail. Urgence au travail. Graham était apparu à nouveau, apparemment équipé d'une sorte de radar fraternel. Quel genre d'urgence logistique se produit un samedi soir? Le genre qui n'attend pas les heures de bureau. Cassandra. La voix de ma mère portait une note suppliante familière. Ça ne peut pas attendre? Pour une fois, ne peux-tu pas juste rester et profiter d'une soirée normale? Je suis désolée, je dois vraiment y aller. Graham renifla doucement. C'est ça, le monde urgent de la logistique gouvernementale. Quoi? Quelqu'un a mal classé un manifeste d'expédition. Je le regardais, vraiment le regardais dans son costume cher, avec sa montre chère et sa certitude chère qu'il comprenait comment le monde fonctionnait. Et je sentis quelque chose se déplacer en moi, une dernière mèche de patience enfin usée. Quelque chose comme ça, dis-je calmement. Je me tournai pour partir, prête à récupérer ma voiture et à conduire vers la réalité où mon travail comptait vraiment, où les gens comprenaient ce que je faisais et pourquoi c'était important, où je n'étais pas le cas de charité ou le projet de réseautage de quelqu'un. J'avais fait exactement 3 pas quand tout changea. Colonel Jarvis. La voix traversa le bruit ambiant du gala comme une lame. Forte, claire, unmistakable. Le genre de voix habituée à être entendue par-dessus le bruit des moteurs et des situations de crise. Je me figeai. Derrière moi, j'entendis l'inspiration brusque de ma mère, entendis le verre de Graham s'arrêter à mi-chemin de sa bouche. Je me tournai lentement. Theodore Whitmore, le président du club, traversait la salle vers moi avec la foulée déterminée de quelqu'un qui avait passé 30 ans dans la Navy avant de se retirer pour gérer les investissements de sa famille, et ce club, il portait son blazer et son pantalon habituel, mais sa posture était purement militaire. Épaules en arrière, menton levé, chaque mouvement précis, il s'arrêta directement devant moi, et son visage s'ouvrit en un sourire sincère. « Colonel, je suis très heureux de vous voir. » Il tendit la main, que je serrai automatiquement. « J'avais entendu que vous étiez en ville, mais je n'avais pas réalisé que vous seriez ici ce soir. Rejoignez-nous. Il y a des gens que j'aimerais beaucoup vous présenter. » Le silence derrière moi était assourdissant. Je pouvais sentir les yeux de ma famille percer mon dos, pouvais sentir la confusion rayonner d'eux comme de la chaleur. « Theo, dis-je prudemment, j'apprécie, mais je dois en fait retourner à Washington. Quelque chose est survenu qui requiert mon attention immédiate. » Compris parfaitement, le travail ne s'arrête jamais. Hin. Il secoua la tête avec la sympathie complice de quelqu'un qui avait vécu cette vie. Avant que vous partiez, cependant, je veux vous remercier personnellement pour ce briefing le mois dernier. L'aperçu stratégique que vous avez fourni sur la readiness du Théâtre Pacifique était inestimable. Plusieurs de nos membres du Conseil servent dans des comités consultatifs de défense et vos insights ont déjà influencé leurs recommandations. Je fais juste mon travail? Eh bien, votre travail est de garder ce pays en sécurité. Et nous vous en sommes tous reconnaissants. Il jeta un œil par-delà moi, semblant remarquer ma famille pour la première fois. Son expression changea légèrement, courtoisie professionnelle glissant en place. « Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé que vous étiez avec des invités. Voici ma mère, Laura Jarvis, et mon frère, Graham Jarvis. » Théo tendit la main à ma mère, qui la prit mécaniquement, son visage pâle. « Madame Jarvis, quel honneur! Vous devez être si fière de votre fille. Le travail qu'elle fait à son niveau, eh bien, je ne peux pas discuter des détails, mais elle est l'un des meilleurs esprits stratégiques de l'Air Force. » La bouche de ma mère s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Aucun son n'en sortit. Théo se tourna vers Graham, main tendue. Graham la prit automatiquement, sa propre main pendant mollement dans la poigne ferme de Théo. « Et vous devez être l'avocat dont j'ai entendu parler. Graham, c'est ça? Votre sœur vous a mentionné lors d'un dîner des chefs d'état-major interarmés l'année dernière. Droit des sociétés, n'est-ce pas? » Graham hocha la tête en silence.
Une seule larme se formait au coin de son œil, planant là comme une accusation qu'il ne pouvait pas tout à fait exprimer. Excellent travail, j'en suis sûre, continua Théo chaleureusement. La loi est l'épine dorsale de la civilisation. Bien que je doive dire, il se tourna vers moi avec un sourire presque apologétique. Le travail de votre sœur opère à une altitude légèrement différente. Si vous me pardonnez le jeu de mots de l'Air Force, la planification stratégique de défense au niveau du Pentagone ne laisse pas beaucoup de place à la délégation. Il vérifia sa montre, puis me fit un signe de tête respectueux. Je vais vous laisser partir. Colonel, mais s'il vous plaît, quand vous serez de retour en ville, faites-le moi savoir. Le club serait honoré de vous accueillir pour dîner. Et cette invitation permanente pour l'adhésion tient toujours. Nous serions privilégiés d'avoir quelqu'un de votre calibre comme membre, bien que je comprenne que les protocoles de sécurité dans votre position rendent ces engagements sociaux challengeants. Merci. Theo, j'apprécie. Il serra ma main une fois de plus, hocha la tête vers ma famille et s'éloigna vers un groupe d'hommes près du bar. Je restai là, clé en main, et me tournai lentement pour faire face à ma famille. Le visage de ma mère avait passé du pâle au translucide. Elle serrait sa flûte à champagne si fort que je craignais qu'elle se brise. Graham se tenait complètement immobile, cette larme enfin se libérant et glissant sur sa joue. Son expression n'était pas de la colère ou de l'embarras. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose comme du chagrin. Colonel. Sa voix sortit rauque. Tu es colonel? Oui. Dans l'Air Force. Oui. Ma mère fit un petit son, quelque chose entre un halètement et un gémissement. Mais tu as dit que tu nous as dit que tu faisais de la logistique? Je le fais, dis-je calmement. Logistique stratégique. Planification de déploiement des forces. Allocation de ressources au niveau théâtre. Je coordonne la logistique pour des opérations impliquant des milliers de personnels et des milliards de dollars en actifs. Le Pentagone, dit Graham. Pas tout à fait une question. Tu travailles au Pentagone? Quand je ne suis pas à CENTCOM ou à Ramstein, ou en train de donner des briefings à des gens qui prennent des décisions politiques sur la défense nationale. Oui, dîner des chefs d'état-major interarmés, murmura ma mère. Il a dit que tu as mentionné Graham à un dîner des chefs d'état-major interarmés. Je l'ai fait l'avril dernier. Le général Morrison a demandé sur ma famille. Je lui ai dit que mon frère était avocat. La main de Graham tremblait maintenant, tenant toujours son scotch. Le verre tremblait, le liquide ambré menaçant de déborder. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps es-tu colonel? 7 ans. Le verre glissa de ses doigts, il heurta le sol en bois dur avec un craquement sec. En voyant du scotch et des glaçons s'éparpiller sur la surface polie, plusieurs invités proches se tournèrent pour regarder, leur conversation s'interrompant. Graham ne remarqua pas, il me fixait comme si j'avais enlevé un masque et révélé une étrangère en dessous. 7 ans, répéta-t-il. Pendant 7 ans. Tu as été colonel? Tu as travaillé au Pentagone? Et tu n'as jamais... Il ne pouvait pas finir la phrase. Ne pouvait pas articuler exactement ce que j'avais omis de faire, les informais. Corriger leurs suppositions, les forcer à voir ce qu'ils avaient refusé d'admettre. Tu m'as offert un poste de paralégal, dis-je doucement. Il y a 2 heures, tu m'as offert un poste de paralégal d'entrée de gamme. Ma mère fit ce son à nouveau, et soudain elle pleurait. Pas les larmes délicates d'émotion à un mariage, mais les sanglots crus, l'aide de quelqu'un dont toute la compréhension du monde venait de s'effondrer sous elle. Je suis tellement désolée, halta-t-elle. Oh, mon Dieu, Cassandra, je suis tellement désolée. Je pensais que nous pensions tous. Je sais ce que vous pensiez. Autour de nous, le gala continuait, mais un petit cercle de silence s'était formé, d'autres invités sentant que quelque chose de significatif se déroulait, mais ne comprenant pas tout à fait quoi. Les frais d'initiation, dit soudain Graham. Son visage était passé du pâle au rouge écarlate, remontant son cou. J'ai dit au voiturier que tu ne pouvais pas te permettre les frais d'initiation. Tu l'as fait? Mais tu peux. Tu peux te le permettre? Oui. Tu pourrais probablement acheter tout ce club si tu voulais. Non, dis-je prudemment. Mais je pourrais certainement me permettre l'adhésion. Il ferma les yeux, et plus de larmes s'échappèrent. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? C'était la question que je savais venir. Celle pour laquelle je m'étais préparée sans réaliser que je m'y préparais. Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je calmement. Vous avez supposé, vous avez fait des suppositions basées sur ce que vous pouviez voir, la voiture que je conduis, l'appartement que je loue, les vêtements que je porte.
Et ces suppositions avaient du sens pour vous? Elles s'accordaient avec le récit que vous vouliez croire sur vous-même et sur moi? Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, Graham? Tu as passé la dernière décennie à m'expliquer comment fonctionnent les carrières, à m'offrir des conseils pour avancer, à suggérer que je retourne à l'école. Maman, tu as payé mes dîners parce que tu croyais que j'étais en difficulté financière? Vous m'avez tous deux traité comme un cas de charité, comme quelqu'un qui avait besoin de votre aide pour naviguer dans un monde que je ne comprenais clairement pas. Mais pourquoi? La voix de ma mère se brisa. Pourquoi ne nous as-tu pas corrigés? J'ai essayé. Vous vous rappelez il y a 4 ans quand j'ai mentionné que j'avais briefé le congrès? Vous avez ri? Vous avez pensé que je plaisantais? Vous avez dit que c'était mignon? Chérie, et changé de sujet. Elle pâlit davantage si c'était possible. Je me souviens. Et Graham, tu te souviens quand j'ai dit que je ne pouvais pas venir à Noël parce que j'étais envoyée au Qatar? Tu as dit que c'était un timing pratique et suggéré que j'essayais d'éviter les obligations familiales. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. La vérité était toujours là. Je dis, vous avez juste choisi de ne pas la voir. Vous avez choisi de croire que j'échouais, parce que ça s'accordait mieux avec votre compréhension du monde que d'accepter que je réussisse d'une manière que vous ne pouviez pas quantifier lors de cocktails. Le voiturier apparut au bord de notre cercle. Incertain. Tendant mes clés. Madame, votre voiture. Je pris les clés, mes mains stables. Même si tout en moi tremblait, je dois y aller. Il y a une crise réelle qui requiert mon attention, quelque chose à voir avec le positionnement stratégique dans une région qu'on ne peut discuter avec des civils. Je regardai ma mère, puis Graham. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester pour dîner. Cassandra. Ma mère tendit la main vers moi, mais je reculai. On parlera plus tard quand je serai de retour de Washington. Je fis une pause. Si vous voulez parler. Bien sûr qu'on veut, commença Graham. Mais j'étais déjà en train de me diriger vers la porte. Derrière moi, j'entendis ma mère sangloter à nouveau, entendis Graham dire quelque chose d'une voix basse, brisée, entendis les murmures commencer, alors que d'autres invités commençaient à assembler ce qui venait de se passer. Mais je continuais à marcher, sortant par l'entrée élégante du club, passant le stand du voiturier jusqu'à où ma Honda Civic banale attendait. Je montais dedans, démarrais le moteur et m'éloignais du country club où j'avais passé tant d'étés d'enfance à apprendre ce que signifiait appartenir. Dans mon rétroviseur, je vis Graham debout dans l'encadrement de la porte, son visage illuminé par les lumières de l'entrée. Il semblait plus petit d'une certaine manière, diminué, ou peut-être que je le voyais enfin à la bonne échelle. Le Pentagone était à 3 heures de route. La crise n'attendrait pas, et quelque part au loin, le travail continuait, le vrai travail. Le travail qui comptait, le travail qui n'avait jamais eu besoin de la validation de quiconque d'autre que la mienne. J'appuyai sur l'accélérateur et conduisis vers lui, laissant derrière les restes brisés de suppositions que j'avais portées assez longtemps. 3 jours plus tard, après que la crise eût été gérée et les positions stratégiques sécurisées, je m'assis dans mon bureau au Pentagone et trouvai un email qui m'attendait. Il était de Graham. Sujette. Je ne sais pas par où commencer. Cassandra. J'ai écrit cet email 30 fois et l'ai supprimé 30 fois. Rien ne sonne juste. Rien ne semble adéquat. Je pensais que je t'aidais. Je croyais sincèrement que tu galérais et que mon succès m'obligeait à te relever. Maintenant, je comprends que j'étais au pied d'une montagne en te regardant au sommet, convaincue d'être sur un terrain plus élevé parce que je ne pouvais pas voir au-delà de mon propre horizon. Maman est dévastée. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle n'arrête pas de dire qu'elle t'a échoué en tant que mère. Pas parce que tu n'as pas réussi, mais parce qu'elle n'a pas pu voir que tu l'avais fait. Parce que nous t'avons appris que notre façon de mesurer le succès était la seule façon, et quand tu t'es mesuré différemment, nous l'avons interprété comme un échec. Je ne sais pas comment m'excuser pour 7 ans de condescendance, pour toutes les fois où je t'ai offert des conseils dont tu n'avais pas besoin, pour t'avoir traité comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, alors que c'était toi qui nous sauvais tous. Tout le pays. Le club a envoyé une invitation formelle pour l'adhésion. Ils l'ont expédiée. Whitmore a appelé maman personnellement pour lui dire qu'il avait renoncé aux frais d'initiation pour toi en geste de respect pour ton service. Elle a pleuré pendant 1 heure. Je n'attends pas le pardon. Je ne sais même pas si je mérite la chance de reconstruire ce que j'ai brisé. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Enfin, impossibly tard. Je te vois. Ton frère, Graham. Je le lus 2 fois,
puis fermai l'ordinateur portable et regardai par la fenêtre la cour du Pentagone, où le drapeau américain claquait dans la brise matinale. Le pardon était une chose compliquée, facile à retenir, plus dure à accorder, impossible à exiger. Mais la famille était compliquée aussi. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il de la place dans la complexité pour la compréhension, pour la croissance, pour le travail lent et douloureux de reconstruire sur des fondations plus honnêtes. Je pris mon téléphone et envoyai un texto. Dîner la prochaine fois que je suis en ville? Pas de country club, juste nous. La réponse vint en quelques secondes. Oui, s'il te plaît, merci. Je posai le téléphone et me tournai vers les documents de briefing qui attendaient sur mon bureau. Quelque part dans le Pacifique, des navires bougeaient, des satellites surveillaient, et des décisions étaient prises qui onduleraient à travers l'histoire. Le travail continuait. Il le faisait toujours. Mais maintenant, peut-être que les gens qui comptaient le plus pouvaient enfin voir qui le faisait.